Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. À l'occasion de la crise des agriculteurs, une de nos chères politiques a repris l'expression « on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs ». Tout à fait. Et c'est évidemment Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui explique pourquoi il y a une pénurie d'œufs en France. Oui, on adore les œufs, évidemment, les protéines et tout ça, mais il y a un problème. Alors, pourquoi il y a un problème ? Eh bien, Annie Genevard, il y a quelques jours, nous l'expliquait. Pourquoi ? Écoutez bien, c'est très intéressant. Imaginez les gigantesques poulaillers qui peuplent la France. Imaginez le coq gaulois. Imaginez Cocorico. Pourquoi c'est Cocorico devient Cocoriquac ? Annie Genevard. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et pourtant, en ce moment, les rayons œufs de nos supermarchés ressemblent à ça. La raison est simple, la production française ne suffit plus à répondre à la demande. Cette situation s'explique très simplement. La surréglementation. Aujourd'hui, la procédure d'installation d'un poulailler est la même que la procédure d'installation d'une centrale thermique. Des règles trop nombreuses, beaucoup trop contraignantes, qui freinent les installations de poulaillers. Résultat, quand la demande augmente, la production ne suit pas. Et les rayons se vident. Pourtant, l'œuf, on le sait, est une mine d'or nutritionnelle. C'est une protéine de grande qualité, accessible à tous, qui occupe une place centrale dans notre alimentation. Alors les Français veulent des œufs. Nous allons en produire. Pour y parvenir, un objectif clair. Un poulailler de plus par département et par an jusqu'en 2030. Ma mission, c'est que nos rayons ressemblent à ça. Avec des œufs français, bien sûr. Voilà, des œufs français, fabricants français, des œufs français avec des poules françaises et des coqs français. Absolument. Bien. Écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire ? Qu'est-ce que ça veut dire les normes ? Qu'est-ce que ça veut dire un Français nouveau ? Comment on n'a pas réussi à fabriquer des poulaillers ? Comment on a réussi à construire des poulaillers ? Ah oui, mais vous comprenez, les normes environnementales, c'est très 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 embêtant. Voilà, alors il y a eu beaucoup de choses. La consommation est en hausse, le taux de rupture donc est en baisse. 300 millions d'œufs vendus en un an en France. Voilà, il faut assouplissement des règles du projet de loi, transition vers l'élevage hors cage, évidemment hors cage, mais c'est compliqué, baisse temporaire des capacités de production, moins 20%, et puis la grippe aviaire, vous savez, il y a eu l'abattage d'élevage, concurrence importation à bas coût. Simplement, les données de marché montrent que le prix payé aux éleveurs reste structurellement bas, limitant leur capacité d'investissement et d'extension. Donc il y a un vrai problème. Juste un mot, il faut que vous sachiez. La centrale d'achat au conditionneur, eh bien, il paye à l'agriculteur, parce que c'est quand même l'agriculteur qui s'occupe de ça, de 0,11 à 0,4 centimes d'euros. Voilà, 11 à 14 centimes d'euros. La grande distribution, 14 à 17 centimes d'euros par œuf. Et les bio et les labels spécifiques, 17 à 19 euros. Et là, c'est bio. Et vente directe au consommateur, 0,25 à 40 euros. Voilà, donc, regardez, c'est très, très, très simple. On voit très, très bien, en fonction du tableau économique, où ça va et où, effectivement, ça va plus cher que d'autres. Et donc, pourquoi on va chez les centrales d'achat, chez la grande distribution, etc., etc. Voilà. Alors, on espère quand même qu'on arrivera peut-être à changer ça. Et encore une fois, on arrivera à faire comprendre pourquoi ce pays qui était le plus grand pays agricole d'Europe, et on regarde ce qui s'est passé avec l'agriculteur, va vers une extinction de son agriculture après une relative extinction de son industrie, en tout cas une grosse partie de son industrie. Et qu'on ne me dise pas que c'est par hasard. Non, vous savez, on n'a pas fait exprès. Oui, on n'a jamais fait exprès. Personne n'a jamais fait exprès. C'est très 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 simple. Nous étions au bord du gouffre et certains veulent nous faire un grand pas en avant. Ça continue. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et effectivement, il y a des conséquences aussi au réchauffement climatique inattendu. Ah ben c'est clair. Ne l'oublions jamais. D'ailleurs, je rappellerai toujours cette phrase immortelle de la directrice de France Inter qui disait, écoutez, chez nous, on peut parler de tout. On peut parler de tout. Dans les services publics, il n'y a pas de problème. Il y a la pluralité absolument garantie. Aucune censure de quoi que ce soit, sauf le réchauffement climatique. Alors là, il n'est pas question quelqu'un qui met en cause d'une manière ou d'une autre le réchauffement climatique, c'est pas chez nous. Interdit d'antenne. Et pourquoi ? Alors écoutez, voilà, sur France Inter, justement, on vous explique ça, un certain Kevin Jean
épidémiologiste. Il va vous expliquer pourquoi. Eh bien, le réchauffement climatique tue. Et pas comme vous le croyez. Écoutez bien, Kevin Jean, c'était il y a quelques jours sur France Inter. Écoutez. Chaque degré d'augmentation des températures moyennes augmente les violences interpersonnelles. Donc on sait qu'on a plus d'agressivité, plus d'accidents de voiture, plus de violences intentionnelles également. On a également plus de violences contre soi-même. Le suicide augmente, les taux de suicide augmentent avec le changement climatique. Les violences conjugales aussi ? Et les violences conjugales, tout à fait. C'est quelque chose qui commence à être de mieux en mieux mesuré. Je vais vous donner 2 chiffres. On sait que les violences conjugales augmentent d'environ 5% avec chaque degré de réchauffement. Et le deuxième chiffre que j'ai retrouvé hier, qui m'a surpris parce qu'on le sait depuis longtemps, en 2018, on a une étude espagnole qui nous disait que durant les vagues de chaleur, les féminicides augmentent de 40%. Voilà. Et ce n'est pas fini. Les féminicides augmentent de 40%. Les accidents de voiture augmentent de 60%. Non, c'est moi qui délire. Mais qui délire? Est-ce que c'est moi qui délire? Franchement. Les 5% de plus de violence conjugale avec 1 degré de plus. C'est-à-dire que quelqu'un, tranquillement, absolument, voilà, dit, c'est très, très, très simple, évidemment, quand il fait chaud, évidemment. Alors, on découvre quand il fait chaud, évidemment, c'est un peu plus... Voilà, c'est pour ça qu'on dit il fait chaud, ça chauffe, l'atmosphère chauffe et tout ça. C'est intéressant, mais alors vraiment le lien causal, moi j'aimerais bien qu'un scientifique, vraiment un vrai, vienne expliquer le lien causal, parce que pratiquement ici mathématique, entre l'augmentation d'1 degré de réchauffement climatique et le fait et la criminalité, ou le féminicide, ou etc. C'est vraiment intéressant. Bon, il faudrait faire pourtant... les féminicides marchent très 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 fort en pays tempérés, en pays européens, etc. Non, ça va, c'est très 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 bien. Voilà, on vous explique de façon absolument irréfutable, comme c'était cet épidémiologiste, que voilà, les vagues de chaleur, évidemment, non, il n'y a pas d'autre cause, vous comprenez, c'est normal, c'est voilà. Dès qu'il fait chaud, donc le réchauffement climatique est criminel, le réchauffement climatique tue, évidemment, et voilà, c'est QFD. Ça se passe sur le service public, là encore, c'est vraiment intéressant. On aimerait quand même peut-être un peu de contradiction, non? Peut-être amener quelqu'un qui vous explique que c'est plus compliqué que ça, la causalité entre le réchauffement et les féminicides et les crimes et les viols et tout ça. Non. Il parle, on l'écoute, pas du tout de contradiction, rien. Voilà, c'est très bien. Eh bien, ça chauffe, Marcel, ça chauffe. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et on va arriver sur quelque part où effectivement le réel dit n'est pas forcément le réel vécu. Le réel vécu, oui, c'est quelque chose. Alors, vous savez, il y a quelques jours, donc, il y a eu une cérémonie institutionnelle, et le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, eh bien, il est venu pour faire un échange constructif avec le barreau de Paris. Il a été reçu par le barreau de Paris à l'invitation de son bâtonnier, Louis de Gauss, et la vice-bâtonnière Catherine Denoy-Binteux. Alors voilà, regardez, Darmanin, Gérald Darmanin, et leur ministre est reçu. Et on se disait, bon, écoutez, voilà, ça s'est bien passé, mais pas vraiment très bien passé, parce que regardez une vidéo qui a été filmée dans le public, donc je rappelle, on est au barreau de Paris. Regardez. Bah alors écoutez, c'est quand même... Alors si le barreau de Paris, les avocats, se mettent à siffler leur ministre de la Justice, mais où va-t-on ? Enfin, c'est pas possible. Ces gens-là n'ont aucune discipline, n'ont aucun sens du civisme. Ben, visiblement, dans divers domaines en ce moment, dans divers étages de la Maison France, ça ne se passe pas très bien entre les ministres, les responsables et leurs administrés les plus directs. Voilà, vous avez entendu, vu, siffler effectivement Gérald Darmanin. Et ça pose effectivement le problème de la politique, de ceux qui nous représentent, etc.
sans faire la démagogie du tous pourris, tous médiocres. Mais il y a un problème qui est posé. Qu'est-ce qui fait de cette espèce de fronde permanente, de fronde qui est en train de plus en plus, non pas de s'aggraver, mais de se pourrir, de se fossiliser, d'espèce de ras-le-bol, cette espèce de rejet qui est là à tous les niveaux du politique et au sommet, hein, et au sommet de la pyramide. Et on le voit, on l'entend, et je dois dire que ça n'augure pas de grands moments. Franchement, c'est assez, non pas terrifiant, mais dramatique, je dirais. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Alors Darmanin se fait siffler, mais heureusement il y a d'autres endroits où ça chante. Ah, et comment ça chante? Alors, ça chante comment et ça chante en quelle langue? Alors, on est en France, hein. On est en France et vous le savez, municipales dans quelques semaines, hein, les municipales. Là, c'est demain, après-demain, voilà. Et ça s'est passé à Champigny-sur-Marne, hein, le beau Champigny-sur-Marne. Il y avait les guinguettes, vous savez, etc. Magnifique. Eh bien, c'était le 17 octobre, donc 2025, donc il y a quelques mois, lors d'un meeting de campagne de la France insoumise, c'était à Champigny-sur-Marne. Il y avait notamment Mathilde Panot, hein, le porte-parole à l'Assemblée nationale de la France insoumise. Eh bien, voilà, une vidéo est ressortie là sur les réseaux sociaux, intéressante. Donc, on est à Champigny-sur-Marne, je rappelle, et écoutez, ça se passe donc en plein meeting électoral. Écoutez bien, parce que, encore une fois, ça s'est passé il y a même pas quelques mois. Voilà, oui, on n'entend pas l'hymne d'Algérien, c'est dommage, parce que l'on aurait aimé entendre un peu, notamment ce couplet. Je ne sais pas s'il a été chanté là, c'est un couplet qui a été rattrapé, qui a été ajouté il y a 2 ans. Donc l'hymne national algérien. Mais il faut rappeler quand même, nous sommes dans une campagne municipale française. Nous sommes à la veille d'élections municipales en France. Et on chante l'hymne national algérien, Kassaman, nous jurons. Là, est-ce que vous imaginez un moment, dans une élection en Algérie, les gens étaient là chantant la Marseillaise, aujourd'hui, ou même hier? Vous imaginez? Eh bien voilà. Eh bien, alors je voudrais juste rappeler ceci. Cet hymne national algérien a été écrit en 1955, les paroles, par Moufdi Zakaria, militant nationaliste. Donc c'était au début de la guerre d'Algérie. Hein. Rappelez-vous, les enfants de la Toussaint, c'était 1954. Donc il était emprisonné par les autorités françaises. La musique est de Mohamed Fawzi. Et a été adopté donc ce Kassaman comme hymne national après l'indépendance d'Algérie en 1962. Alors voilà ce qui a été donc chanté à Champigny. Alors je ne sais pas si ce couplet a été chanté à Champigny, mais il est aujourd'hui rajouté à l'hymne national algérien. Il n'avait pas été au début, il a été supprimé au début. Maintenant, il y est de façon très officielle. Et il dit ceci, ce couplet. « Ô France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faudra rendre des comptes. Prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Témoignez-en, témoignez-en, témoignez-en. » Voilà. C'est-à-dire que dans l'hymne national algérien, la France est explicitement mentionnée comme l'ennemi. On pourrait se dire quand même, c'est drôle que ça fait un peu plus de 60 ans, maintenant 64 ans. On pourrait se dire que bon, on peut peut-être parler d'autre chose ou mentionner autre chose. Eh bien non. Non seulement on le mentionne, mais encore une fois, l'hymne national algérien est chanté dans un meeting, il y a une campagne municipale à Champigny-sur-Marne. Ça veut dire quoi? Écoutez,
Je vous laisse le soin d'interpréter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel autre pays au monde on verrait, dans quel autre pays au monde, je dis bien, au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou ailleurs, on verrait une campagne où on chanterait l'hymne d'un pays avec lequel on ne peut pas dire qu'on soit dans les meilleurs termes, hein. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre cher et doux pays. Et à part ça, nous envoyons évidemment 5 soldats, 3 pelés, 4 tondus au Groenland, sans parler de l'Ukraine. Tout va bien. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Mais comme annoncé au début, aujourd'hui, la commission de l'audiovisuel public a recommencé. Et il y a une anecdote qui refait surface. Et oui. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on reprend l'extraordinaire, d'ailleurs, parce qu'elle est historique, cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Je rappelle que l'audiovisuel public, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture. C'est 4 milliards d'euros, hein, que nous dépensons, hein, les nôtres, bien sûr. Et déjà, ça a commencé, on avait reçu Charles Laloncle ici, hein, à Berkoff sur le vif, et ça a commencé depuis, et beaucoup de choses sont sorties, on est loin d'avoir sorti le tout, sur les subventions, sur quelles maisons de production touchent quoi, sur les merveilleuses portes tournantes, c'est-à-dire une directrice ou un directeur des programmes dans le service public et qui favorise une maison de production se retrouve comme par hasard, employé par la dite maison de production en ayant quitté le service public. C'est pas beau ça. Voilà, ça s'appelle de la générosité bien placée. Passe-moi le séné et je te donnerai la rhubarbe, hein. C'est mieux que les Ménines de Velasquez. Et effectivement, il y a une tension. Elle est très forte, entre le député Jérémy Patrière-Leitus, le président de la commission d'enquête, et Charles Laloncle, qui est le rapporteur. Charles Laloncle, tous les deux députés, je le rappelle, mais attention, lundi, alors ça fait, on le voit très 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 bien depuis déjà quelques semaines allées, Charles Laloncle, ça suffit. Maintenant, plus de live tweet, plus de question d'interroger directement, et d'être dur avec... Non. Et il est même, regardez ce que dit... Ils sont dans la même commission. Regardez ce que dit le président de la commission et au rapporteur de la commission. Il y a des noms sur lesquels j'ai dit au rapporteur que je trouvais que c'était une mauvaise idée parce qu'il y avait un risque de tomber dans la politique spectacle. Vous pouvez nous dire lesquels ? J'ai expliqué que, par exemple, je ne souhaitais pas que cette commission se transforme en plus grand cabaret du monde. Je pense que... Donc Patrick Sébastien ne sera pas entendu. En tout cas, on en Julien discutera. Lepers, est-ce qu'on peut en discuter On en discutera. En tout cas, on en discutera au bureau. J'ai donné mon avis et mon regard comme président. Vous me posez la question. Et Sophie Taillé-Polian a raison. Vous savez bien on en que c'est une discutera commission d'enquête. demain. Voilà, on discutera la commission d'enquête. D'ailleurs, je vais dire, à l'oncle a répondu. Et il a dit, écoutez, moi je continuerai, Charles Laloncle, moi je continuerai à faire mon travail. Mon travail, c'est d'interroger les gens. Mon travail, c'est de dire ce qui se passe. Et mon travail, c'est de dire qu'il n'est pas normal qu'effectivement, une maison de production, il a nommé, notamment Maïwan Production, prenne 100 millions par an pour des émissions, notamment sur la 5, etc., etc. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, quand même, hein, on est là, nous, on paye. On regarde, on écoute. On écoute et on entend un député qui dit non, la question ne sera pas posée. On ne recevra pas Patrick Sébastien, qui avait 25 ans. Mais écoutez, on aime ou n'aime pas Patrick Sébastien, on peut ne pas l'aimer. Mais est-ce qu'il n'a pas, lui, qui a été 25 ans à France 2, il n'a pas le droit de parler? Il n'a pas le droit de se faire entendre? Non. Alors, Charles Laloncle voulait le recevoir, mais Jérémy Patrière-Leitus a dit non, pas question. Donc, on reçoit tel, on ne reçoit pas tel, attention, non. Déjà, vous en avez trop dit, déjà, on sait après. Mais pourquoi vous faites une commission d'enquête à ce moment-là? Pourquoi vous faites une commission d'enquête parlementaire? Pourquoi, encore une fois, je le répète, vous êtes payé par nous pour faire votre boulot et vous êtes payé par nous pour faire de la transparence là-dessus, pour savoir où va l'argent. Où va notre argent dans cette histoire? Pour savoir comment tel producteur qui fait telle déclaration politique, tel producteur qui fait autant d'argent sur telle ou telle chose, c'est à qui de le dire? Est-ce que votre métier de député à tous, quelle que soit votre tendance, votre parti gauche ou droite, c'est pas à vous de faire la lumière là-dessus?
Sinon, faites pas de commission d'enquête parlementaire, faites rien. Faites comme ça s'est passé souvent, hein. On fait une commission, et puis on l'enterre, et puis voilà, et puis tout va bien. Quand on pense quand même que Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, est allée jusqu'à admonester ou à dire à Charles Aloncle, attention, hein, vous n'y allez pas trop fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce silence? Pendant que la maison brûle, vous êtes dans votre petit igloo, dans votre petite niche, et comme vous êtes bien protégé, vous ne dites plus rien. C'est intéressant quand même, hein, qu'on voit ce qui se passe dans ce cher et doux pays. C'est quand même très préoccupant, parce que vous savez, le feu, il s'arrête pas là ou là ou là. Un jour, il va peut-être atteindre quelques igloos très protégés. Donc, franchement, il vaut mieux ouvrir portes et fenêtres, comme on fait ici. Le réel enfonce la porte, et un jour, le réel arrive. Et votre narratif, il ne tiendra pas du tout, dans tous les domaines.